Bonjour à toutes, bonjour à tous. C'est toujours un plaisir de vous retrouver pour un nouveau numéro du JT Montagne. Cette semaine, nous sommes en Haute-Maurienne, plus particulièrement sur la commune de Sollières-Sardières, pour évoquer l'agropastoralisme en montagne. Avant de retrouver notre invité, un éleveur ovin, qui nous en dira plus sur le problème des prédateurs et des troupeaux. Tout de suite, on commence avec la traditionnelle news de la semaine. On vous en avait déjà parlé dans ce JT Montagne. La news concerne cette semaine le projet de construction d'un club med à Samoin, en Haute-Savoie. Après plusieurs mois de bataille juridique, les derniers recours ont pu être levés, débloquant l'ultime verrou du projet. Dès ce printemps, la construction sera donc lancée pour une livraison, comme prévu initialement, fin 2017 pour la saison de ski. Pour rappel, ce ne sont pas moins de 25 millions d'euros qui ont été investis juste pour les pistes et les remontées autour de la structure qui sera composée de 920 lits en village vacances et de 300 lits en chalet grand luxe. Le premier coup de pioche est donc attendu avec impatience par les habitants du Haut-Gifre qui espèrent une rentrée fiscale annuelle estimée à 1,2 million d'euros et des retombées financières sur tous les commerces locaux de la vallée. Alors que le printemps reprend doucement ses droits ici en Haute-Maurienne, on va tout de suite passer du côté du dossier qui nous emmène cette semaine dans la vallée du Gifre sur un glissement de terrain qui n'a pas laissé les habitants indifférents. L'hiver doux, les fortes pluies ainsi que les récentes secousses ressenties ces derniers jours sont très probablement les éléments déclencheurs du glissement de terrain impressionnant entre Samoin et Morillon. Si les premiers signes d'affaissement du sol ont été détectés mi-février, il est aujourd'hui toujours impossible de sécuriser la zone d'éboulement qui s'agrandit de jour en jour. Là aujourd'hui, on est sur quelque chose maintenant qui s'est stabilisé, qui va continuer d'après le RTM à descendre, mais vraiment lentement et vraiment se stabiliser, c'est-à-dire qu'on va récupérer du fruit. Donc sur la chute de terre en elle-même, pour les maisons en contrebas, on n'a pas de réel risque et si même ça tombe en bas, on aura le temps de déployer les secours et les engins pour évacuer tous les risques possibles et imaginables. Pourtant aujourd'hui, le seul véritable danger concerne bel et bien promeneurs et curieux voulant trop s'approcher du gouffre. Car mis à part l'habitation située sur la zone même de l'éboulement, le risque reste faible. Vu la taille du gouffre, pour l'instant, pour sécuriser, c'est des travaux colossaux. On ne peut pas parler pour l'instant de sécurité ou de sécuriser tout le flanc de montagne, puisqu'on est sur quelque chose vraiment de... On ne sait pas vers où on va, on ne sait pas quel type de travaux on peut faire, et puis on ne peut pas faire monter un engin là-dedans tant que ce n'est pas stabilisé. Donc là-dessus, pour l'instant, on est obligé d'attendre et on ne peut rien prévoir pour maintenant, quoi. Il faudra donc encore attendre que l'angle de la pente, pour l'instant presque vertical, s'aplanisse jusqu'à près de 30 degrés. Un travail réalisé par la nature et qui va beaucoup dépendre de la météo des prochains mois. Et tout de suite, la Minute Matos! Certains d'entre vous, ceux qui auront suivi la manche du Freeride World Tour de Verbier au début du mois dernier, auront déjà vu passer ces images. Une modélisation 3D d'une précision redoutable du fameux bec des Rosses. Toutes les informations accompagnent ces images, l'inclinaison des pentes, les distances, le dénivelé. Ceci est l'œuvre d'une société française basée à Toulouse, de l'Airtech. C'est la conception d'un drone d'apparence simple mais aux algorithmes redoutables qui a permis de produire ce résultat. Plus de 5000 images ont été captées par l'appareil puis réunies sous forme de nuages de points avant d'être finalisées. Le détail de la précision n'est plus que de quelques centimètres. La topographie des plus grandes montagnes n'aura bientôt plus de secret. On ajoutera tout de même que la machine atteint 3200 mètres en altitude maximum. L'Himalaya peut encore passer des jours bien tranquilles avant de devoir céder tous ses petits secrets. Nous sommes toujours sur la commune de Sollières-Sardières en Maurienne avec Kevin. Bonjour. Bonjour. Vous êtes exploitant agricole, éleveur ovin ici justement sur la commune de Sollières. Et c'est vrai, le loup, on en parle depuis des années concrètement. Ça fait combien de temps véritablement que le loup est devenu un problème en Maurienne? Depuis, on va dire que c'est depuis les années 90-95 que c'est un problème. Nous, sur notre exploitation, à titre personnel, ça fait depuis 2003, l'été 2003 qu'on a eu les premières attaques. Et depuis 2003, donc on est en 2016, donc ça fait 13 ans. Et on a des attaques tous les ans depuis 13 ans. Voilà. C'est un secteur qui est vraiment considéré comme à risque, qui est vraiment touché par les attaques du loup. Concrètement, aujourd'hui, il y a eu quoi comme actions qui ont été faites, qui ont été mises en place pour pallier à ce problème? Alors,
pour pallier au problème, on a eu les actions qui sont venues de nos dirigeants, donc à mettre des chiens de protection dans les troupeaux, de garder nos troupeaux par des bergers. Donc accessoirement c'est un coût financier quand même, parce que des chiens ça mange énormément, des patous, c'est des chiens qui font 80 kg, donc ça mange en conséquence. On a les bergers qui concrètement c'est des employés, donc faut un salaire par mois. Il y a une aide financière de l'État, faut pas la négliger. Mais le problème c'est que les circonstances actuelles font que l'État a plus d'argent. Du coup c'est des avances de trésorerie qu'il faut faire, et la situation des exploitations aujourd'hui fait que les avances de trésorerie sont de plus en plus compliquées, et on a un problème pour payer ces bergers, mais on est obligé de les avoir, sinon c'est la décadence au niveau des attaques, quoi. Justement, aujourd'hui, si j'ai bien compris, chaque brebis attaquée ou chaque animal attaqué est remboursé finalement à son coût d'achat. C'est pas finalement très rentable pour vous. Bah, c'est pas un objectif de se faire rembourser les brebis attaquées. L'objectif c'est bien de supprimer le problème du prédateur sur nos massifs pour pouvoir travailler sereinement, parce qu'il y a un coût moral aussi, hein. Quand vous endormez le soir et que vous dormez pas serein parce que vous savez pas comment ça va se passer la nuit. Voilà, nous l'objectif c'est vraiment d'éradiquer le problème de nos massifs pour pouvoir reprendre une vie tranquille et assurer un avenir, parce que moi je me suis installé en 2012. Le problème du prédateur était déjà présent. Après, ça m'a pas freiné, mais on a des cas où les installations sont difficiles parce qu'il y a justement ce problème, et que on n'assure pas l'avenir d'une exploitation avec ce problème du prédateur. Il y a quelques jours, Ségolène Royal, ministre de l'écologie, a envoyé une lettre ouverte à tous les ministres européens, justement pour demander un déclassement du loup comme espèce protégée. Selon toi, ce serait une sortie de crise? En tout cas, ça aiderait vraiment considérablement? Alors, pourquoi pas? Après, le problème qu'on a, c'est qu'on est à 1 an d'une échéance élective. Alors, est-ce que c'est un coup de com'? Est-ce qu'elle l'a vraiment fait? Est-ce qu'elle va aller au bout de ses convictions? Nous, on le souhaite, hein. On a toujours milité en cet objectif qu'elle passe de strictement protégée, donc intouchable, ne serait-ce que de strictement protégée à protéger. Comme ça, elle pourrait être soumise à des plans de régulation plus conséquents. Après, voilà, on a l'échéance élective qui arrive. On sait que notre gouvernement n'est pas très en forme au niveau des sondages. Est-ce qu'ils font ça dans un coup de com' pour pouvoir rebooster pour l'élection qui arrive? À voir dans le futur comment ça va se passer. Après, elle en avait déjà parlé il y a quelques temps de vouloir faire passer cette espèce de strictement protégé à protéger. Ça n'avait pas abouti, elle s'était fait un peu taper sur les doigts. Donc à voir si en recommençant, elle peut réussir à faire quelque chose. Après, on sait que ça commence à brasser du côté allemand au niveau du prédateur, que ça commence à brasser sur les autres pays. Donc pourquoi pas avoir le soutien d'autres pays. Surtout un soutien comme l'Allemagne, ça pourrait aider forcément au niveau de l'Europe, mais à voir, quoi. C'est vrai qu'au niveau de la vision des autres pays européens, justement, ils ne sont pas du tout dans la même optique. Rien qu'à voir l'Italie toute proche, c'est vrai que c'est un petit peu plus difficile de mettre en place un déclassement de strictement protégé à protéger. Aujourd'hui, est-ce qu'on voit concrètement une sortie de crise, une possible issue à tout ça? Elle est compliquée, elle est très restreinte, la vision, hein, parce que tant qu'on aura cette directive au niveau du, comment on appelle ça, qui est en strictement protégé sur la directive Habitat, on va pas avancer, mais pourquoi pas? Après, est-ce que ça fera avancer les choses qui se déclassent d'un cran? Après, est-ce qu'on n'aura pas justement le problème qu'on a tout le temps de ces associations qui vont mettre le poing sur la table et qui sont malheureusement trop écoutées à notre goût, qui sont trop écoutées, et que du coup, malgré qu'ils soient déclassés, il va retomber ils vont remettre des entraves pour éviter qu'on les abatte pour pouvoir nous sortir de la crise, quoi. Alors justement, est-ce qu'aujourd'hui il y a un dialogue qui est possible avec ces associations de respect de la nature, de respect des animaux? Un dialogue, non, il est très compliqué parce qu'on a affaire à des minorités de gens qui ont des œillères, quoi. Ils n'arrivent pas à s'ouvrir sur l'aspect économique d'un élevage en montagne, sur l'aspect environnemental, mine de rien, puisque c'est ce qui permet d'entretenir des paysages, c'est ce qui permet de maintenir des paysages ouverts. Alors ils se battent
ils vont se battre pour maintenir un espace pour, par exemple, nous ici sur le coq de bruyère, ils vont se battre pour avoir maintenir des espaces ouverts pour le coq de bruyère. Et puis quand on leur dit que si on est là, c'est pas pour rien, que les maintiens des espaces ouverts, on est là pour, ils n'arrivent pas à faire le lien entre tout ça. Et du coup, c'est un peu dommage parce qu'on n'arrive pas à dialoguer, ils sont trop vite fermés. Après, la faute est pas forcément jetée que sur eux. Hein. On sait très bien qu'on n'est pas forcément au niveau des dialogues, c'est vrai qu'on peut vite s'emporter aussi, mais un dialogue, ça se fait toujours à plusieurs. Et c'est vrai que si on peut tous être ouverts d'esprit, on peut faire que avancer. Les extrémistes n'ont jamais fait avancer les choses, quoi. En espérant que justement cette sortie de crise, elle soit pas dans un futur trop lointain. Ah non, c'est sûr. Hein. Merci beaucoup Kevin pour toutes ces prie. précisions. Voilà, le JT Montagne, c'est fini pour aujourd'hui. Merci à toutes et à tous de votre attention. On se quitte comme chaque semaine avec les plus belles images du web. Et nous, on se retrouve la semaine prochaine. À bientôt. Climbing in those days was not a respectable activity to be doing. It was an outlaw activity. The idea of devoting your life to climbing didn't exist anywhere else. We were going to climb forever and that was the extent of it. Un long métrage cette semaine dans On a cliqué pour vous. Valley Uprising, nous direz-vous, est sorti sur les écrans en 2014, mais il revient dans l'actualité car on commence enfin à le trouver sur les sites de streaming. C'est grâce à cela qu'on l'a revu et qu'on a eu envie de vous en parler. Ce film retrace l'histoire de plus de 60 ans d'escalade dans les Yosémites, là où se trouve le cœur de l'escalade en Amérique du Nord. Le travail d'image est somptueux, avec un souci de mise en valeur et en mouvement de l'ensemble de la masse d'archives collectées. 3 générations de grimpeurs se succéderont devant vos yeux, autant d'icônes de la contre-culture et d'aventuriers. Les explorateurs des années 50 voient arriver les icônes psychédéliques suivies aujourd'hui par les athlètes rêveurs. L'ensemble du film est clairsemé de petites et grandes anecdotes délirantes, de lutte entre grimpeurs ainsi qu'avec les autorités. Au final, vous aurez un film de référence brillamment mené, indispensable pour tout amoureux du rocher. On vous laisse faire travailler vos petits muscles pendant la semaine qui vient et ensuite on se retrouve sur les rochers, ça y est, le soleil est de retour. A bientôt, prudence en montagne et comme d'habitude, vous retrouverez l'émission sur le replay et la page Facebook de 8 Mont Blanc. Hated the climbers. And so we became the outlaws. No way will they stop the dirt bags. No, thank you. They're doing what they got to do to keep climbing, keep storming the castle. It's a fine line between boldness and stupidity. Life's pretty good here in Yosemite Valley.